Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue avec les cartes mystiques, on en est de mémoire à la 3e vidéo. Et alors faut que je retrouve la ligne. On a les dernières cartes à 0 XP et la première carte à 1 XP ou plus. Bon, en l'occurrence ça sera 2. Alors première carte, bouclier spectral. Un événement qui coûte 1. Trait, sort et esprit, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à une carte joueur dotée de vie et ou de santé mentale dans votre lieu, forcé, quand la carte attachée subit au moins un dégât ou horreur, annulez un de ces dégâts ou horreurs, le propriétaire de bouclier spectral doit retirer une charge d'un soutien qu'il contrôle, s'il ne peut pas le faire, défausser bouclier spectral. On a donc une carte qui va, c'est l'inverse de la meule, voilà. Vous prenez une certaine quantité de dégâts et ou horreur, et ben vous diminuez de cette quantité de 1. Par contre, ensuite, il faut dépenser une charge d'un soutien contrôlé par le propriétaire de la carte que vous protégez, et si c'est pas possible de défausser une charge, on défausse bouclier spectral, mais il a quand même fonctionné. Alors, ça fait penser à retarder l'inéluctable chez les gardiens. Donc un événement de niveau 0 qui coûte 2, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Réaction, quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, défaussez, retardez l'inéluctable et annulez tous les dégâts et ou horreurs tout juste infligés. Forcez, à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser de ressources, soit défausser, retarder l'inéluctable. Donc retarder l'inéluctable, ça ne protège qu'un investigateur. Ça le protège à une seule reprise, mais ça le protège de tout. On le joue, on essaie de le jouer au dernier moment, quand on sait qu'il va en avoir besoin. Par exemple, il a plus de cartes dans sa pioche, il a au-delà du voile en jeu, il va se prendre 10 dégâts, on lui joue retarder l'inéluctable, on annule les 10 dégâts, voilà. Et si les dégâts qu'il pense se prendre, par exemple une riposte d'ennemi, il se les prend pas, et ben il peut payer pour garder retarder l'inéluctable pour prochain événement qui lui infligera des dégâts. Voilà. On a l'armure enchantée également en gardien. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un soutien qui occupe un emplacement de corps et un emplacement d'arcane. Ça a un nombre indéfini de vie, un nombre indéfini de santé mentale. On joue sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans son lieu et forcé, après qu'au moins un dégât et ou horreur a été placé sur l'armure enchantée. Le propriétaire de l'armure enchantée effectue un test de volonté X, X étant le nombre total de dégâts et d'horreur dessus. En cas d'échec, on défausse l'armure enchantée et on assigne ailleurs les dégâts et ou horreurs qui venaient d'y être placés. Alors ça, c'est un peu technique, c'est détaillé. Cette carte-là, au début, elle a pas de dégâts et pas d'horreur dessus. Celui qui la contrôle. Le propriétaire, voilà. On met un certain nombre de dégâts et d'horreur. Le propriétaire fait un test dont la difficulté est égale à tous les pions dégâts et horreur dessus. S'il réussit, super. S'il échoue, les pions qu'on vient de mettre, il faut les mettre ailleurs. Par contre, les pions qu'il y avait avant, c'est pas un problème. Donc si le contrôleur de l'armure enchantée se prend les dégâts un par un, il met un dégât sur l'armure enchantée, il faut faire un test de difficulté 1, il met un deuxième dégât, il faut faire un test de difficulté 2, etc. Et quand on rate le test, il n'y a qu'un dégât qu'on doit réattribuer. Mais potentiellement il y avait 7 autres dégâts sur l'armure enchantée, ceux-là, hop, ils disparaissent. Toujours chez les gardiens, l'armure des Ardennes, donc c'est de niveau 5, ça coûte 4, ça occupe un emplacement de corps, ça a 4 points de vie, réaction, quand au moins un dégât est assigné à l'armure des Ardennes, inclinez-la, annulez un de ses dégâts. Donc ça, un peu comme le bouclier spectral, ça réduit chaque instance de dégâts de 1. C'est que pour les dégâts, c'est qu'une fois par round vu qu'il faut l'incliner, mais ça n'a pas d'autre coup. Bon, toujours mes allergies. Carte de niveau 5 et qui coûte 4.
Alors, il y a une remarque, je sais plus où, qui dit le bouclier spectral va être très bien pour le sort de protection. Alors là, j'ai mis la version niveau 0, donc vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, vous jouez sort de protection, vous l'annulez, et vous devriez... Enfin, vous subissez une horreur. Et ben bouclier spectral peut dire non, j'annule cette horreur. Et ensuite je dépense la charge. Ce qui peut être très intéressant si vous avez attaché le sort de protection à Diane Espérance, ben votre sort de protection, a priori, vous l'utilisez 3 fois. Et si votre deck est bien conçu autour de la recharge de Diane Espérance, une fois que vous avez attaché le sort de protection à Diane Espérance, vous l'utilisez une fois par round. Ben, ça veut dire une fois par round, une horreur à temporiser, enfin à annuler, donc une charge à dépenser. Ça peut aussi être très bien cette carte pour les effets du deck de rencontre qui vous inflige dégâts et ou horreurs à répétition. Alors là j'ai pris un exemple du cercle brisé, j'ai dit plein de fois j'adore cette campagne et c'est celle que j'ai le plus en tête. Attiré par les étoiles, révélation, on le met en jeu dans sa zone de menace, forcé, à la fin de votre tour, si vous ne vous êtes pas déplacé au moins une fois lors de votre tour, subissez 2 horreurs. Et puis action, il faut faire un test de volonté difficulté 3 pour le défausser, ou alors on dépense l'action et on réussit automatiquement si un ennemi ensorceleur incliné dans son lieu. Attiré par les étoiles dans le scénario Le Non Secret, quand on se le prend c'est très gênant, parce que ça force à utiliser une des 3 actions de son tour pour se déplacer, ou utiliser son éclaireur pour faire des allers-retours pour pas être vaincu aux horreurs. Et ben là, toujours tant qu'on a assez de charges à dépenser, le 2 horreurs par tour devient 1 horreur par tour, et si vous êtes par exemple Agnès Baker, et ben l'autre horreur, elle va sur Peter Sylvestre. Donc, à la fin de votre tour, vous annulez une des 2 horreurs, vous mettez l'autre horreur sur Peter Sylvestre, après la fin de votre tour, vous soignez Peter Sylvestre. Voilà, tout simplement. Ou, Agnès Baker, éventuellement, l'horreur, elle peut accepter de la prendre sur elle pour infliger des dégâts aux ennemis, hein, mais bon, voilà. Sur les alliés, comme ça qui se soignent tout seuls, il y a aussi le cas de Jessica Hyde, je trouve qui est intéressant. Jessica Hyde, bon, elle vous donne un bonus en force, elle entre en jeu avec 2 dégâts sur elle, et à la fin de votre tour, elle se soigne de 1 dégât. Le problème de Jessica Hyde, c'est que le tour où on la joue, elle ne peut pas absorber de dégâts, sinon elle est vaincue. Si vous attachez le bouclier spectral à Jessica Hyde, eh bien, vous lui infligez... Enfin, vous prenez un dégât, vous dites « je le donne à Jessica Hyde, je l'annule ». Voilà. Voilà. Alors, encore une fois, il faut dépenser des charges. Alors j'ai regardé. Bon, les cartes qui ont des charges, ben, il y en a un paquet. Évidemment, il y en a beaucoup en mystique. J'ai essayé de voir combien de charges on peut avoir par carte. Alors, jusqu'à 4 charges, il y en a quand même encore un certain nombre en mystique. Mais au-delà, donc 5, 6, 7, 8 ou 9 charges, bon là, on tombe à court de cartes. Alors les plus intéressantes, va y avoir le flambeau de Cthugha, 1 XP de ressources, vous avez une carte qui a 6 charges. Bon, et qui a son effet normal. Le souffle du dormeur et les yeux du rêveur, dans ce cycle, j'en ai parlé dans la vidéo de lundi ou d'hier, je sais plus. Et ben, niveau 0, donc dès le début de la campagne, vous pouvez mettre ça dans votre deck, 3 ressources pour le mettre en jeu, 9 charges, et aussi, point très intéressant, j'en parlais dans ma critique de la carte, l'action ne nécessite pas de dépenser de charge. Donc les yeux du rêveur, vous le mettez dans votre deck, vous avez une carte qui vous dit, si vous dépensez pas de ressources, la carte vous dit, enquêtez avec votre volonté. Et puis derrière, la carte vous dit aussi, à 9 reprises, tu peux annuler un dégât et ou une horreur avec le bouclier spectral. 10 reprises en comptant la fois où on est à court de charge et où on défausse le bouclier spectral. Alors, on veut avoir des charges à dépenser, Akashi Oniele.
chaque soutien avec utilisation charge entre en jeu avec une charge supplémentaire. Donc, imaginons vous avez, vous en avez 6 au total, vous avez 6 charges additionnelles. Et en plus, sa carte signature, médium, action rapide. Ah, il y a des gens qui font passer un camion de déchargement de déménagement, dans une allée étroite. Donc médium, action rapide, incliné médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge. Soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources, en tant que ressource, et vous le défaussez. Donc, par exemple, Akashi, elle joue les yeux du rêveur. La carte entre en jeu avec 10 charges, et quand il n'y a plus de charge dessus, médium, on renvoie la carte dans sa main, on la rejoue, de nouveau elle entre en jeu avec 10 charges. Voilà. Point par contre très important, Twyla Catherine Price, réaction, après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, inclinez Twyla Catherine Price, placez une charge sur ce soutien. Le bouclier spectral ne dépense pas les charges. Je vérifie. Voilà, c'est en VO, c'est bien ça. C'est pas spend. Alors, voilà. After you spend, après que vous avez dépensé. Mais le bouclier spectral vous dit remove, donc retirer. C'est pas une dépense. Donc, ça n'active pas Twyla Catherine Price. Alors, carte suivante, il va falloir que je recharge mes onglets. Donc, deuxième carte, Murmure d'Apocalypse. J'aime bien l'illustration. Je commente rarement les illustrations, mais là j'aime bien. Je disais donc, un événement niveau 0 qui coûte 3, trait, sort et maudit, discussion, choisissez un ennemi non faiblesse dans votre lieu et effectuez un test de volonté de difficulté 3, augmentez de X la difficulté de ce test, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, cet ennemi est vaincu, ou infligez-lui 3 dégâts à la place s'il est élite. En cas d'échec, placez une fatalité sur cet ennemi. Je viens de penser à une petite combo, je vais me la noter. Voilà, combo noté. Alors, donc on a une carte de discussion dont on va se servir pour vaincre un ennemi non élite. Par contre, s'il est élite, on lui inflige des dégâts. Ça fait quand même beaucoup penser à intimidation. Intimidation, c'est le même coup en ressources. C'est également de la discussion. Alors, intimidation, c'est du test de force. Là, on a du test de volonté. Intimidation, la difficulté, c'est la vie restante de l'ennemi. Murmure d'Apocalypse, c'est 3 plus la valeur d'horreur. Je donnerai des exemples après. Donc intimidation, j'en avais parlé dans ma vidéo. C'est dur de voir quelle sera la difficulté parce que on veut se débarrasser d'un ennemi qui a plein de points de vie, mais ça sera difficile. Mais si on veut avoir de bonnes chances de réussir, on va choisir un ennemi qui a peu de points de vie, donc le test sera facile, mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine de dépenser la carte ou pas ? Bon. Là, en tout cas, on part sur une difficulté minimale de 3. Mais on est chez les mystiques qui, normalement, ont une bonne volonté. Voilà. C'est un test de... Alors, si on réussit, donc, on vainc un ennemi, peu importe son nombre de points de vie, peu importe si on a engagé avec ou pas, peu importe s'il est distant ou pas. Pour un ennemi, élite, 3 points de vie quand même. Par contre, une fatalité sur l'ennemi si on échoue. Une fatalité, si on n'arrive pas à gérer l'ennemi ensuite, c'est un round de perdu. Potentiellement, si on a beaucoup de fatalités en jeu, si on joue un scénario dans lequel il y a des cultistes, cette fatalité-là fait avancer le round et si mettons avec cette fatalité-là, il y a 4 fatalités ailleurs que sur l'intrigue, et l'intrigue avance 4 rounds plus tôt. Alors, test de discussion, bien évidemment, tenue élégante. Bien évidemment, ça rentre dans un deck Alessandra Zorzi, mais bon, elle n'a que 3 de volonté. Donc 3, un test dont la difficulté minimum de 3. Alors, avec tenue élégante, difficulté minimum de 1. Bon. Alors les ennemis, comme je l'ai dit dans la vidéo, je crois sur intimidation, je n'arrive pas à chercher en fonction d'un... Alors peut-être avec l'horreur ça marche, tiens je suis en train de me dire. Horreur... Non, il n'y a pas rien de prévu. Bon. Alors, les ennemis
Bon, j'ai regardé parmi les plus vieux ennemis du jeu, mais il y a par exemple la maigre bête de la nuit chasseresse. Elle inflige une horreur, donc le test sera d'une difficulté de 4. Par contre, voilà, vous la vainquez, et la maigre bête de la nuit chasseresse, c'est un ennemi chasseur, 4 points de vie, c'est pas mal, et auquel il est difficile d'échapper. L'agglomérat de sphère, 6 points de vie, c'est difficile de lui échapper, et il faut pas l'attaquer avec des armes de mêlée, seulement une horreur, donc test de difficulté 4 également. Et point intéressant, alors j'ai mentionné plusieurs fois cet ennemi, la monstruosité émergente, qui est quand même un ennemi très costaud, mais sans être élite. Ah oui, pardon. Donc, maigre bête de la nuit chasseresse, difficulté du test, 4. Si vous utilisez intimidation, c'est 4 également. Conglomérat de sphères, murmure d'apocalypse a une difficulté de 4, intimidation a une difficulté de 6, s'il n'a pas encore été blessé. Monstruosité émergente, 5, ou 3 plus 2, donc 5 dans les deux cas. Par contre, point significatif avec la monstruosité émergente, l'ennemi est vaincu, il part dans la pile de victoire. En une action, si vous réussissez votre test, donc test de difficulté 5, ça tombe à 3 avec la tenue élégante, donc ce test-là vous le boostez, mais potentiellement en une action. Voilà, ennemi vaincu, ennemi qui peut vous faire très très mal, il est vaincu, il va dans la pile de victoire, un XP de plus. Et les ennemis élites, si on prend par exemple le prêtre ghoul, là on est sur une carte à 0 XP, donc premier scénario de la campagne de la boîte de base, vous pouvez avoir ça dans votre deck, en 1 ou 2 exemplaires. Si vous jouez en solo, le prêtre ghoul, il a 5 points de vie. En une action, vous pouvez lui faire 3 dégâts. Alors, sachant quand même, on est sur un test, encore une fois, difficulté 5, premier scénario de campagne. Que je me souvienne bien, Lita Chantleur, quand un investigateur dans notre lieu attaque un ennemi monstre. Ah, c'est seulement une attaque. Ok. Bon, en tout cas, voilà, en une action, vous pouvez faire 3 des 5 dégâts nécessaires. Si vous avez un flétrissement derrière, vous pouvez tuer le prêtre ghoul en 2 actions. Dans le premier ou deuxième scénario de Dunwich, vous avez le chef de salle du club du trèfle, 4 points de vie, il n'a pas d'horreur, donc difficulté du test de 3, vous pouvez lui faire 3 dégâts d'un coup. Bon, il reste plus qu'un petit dégât pour l'achever. Et ah oui, intimidation, pour un ennemi élite, ça ne fait que 2 dégâts, pas 3. Mais au passage, si vous jouez Alessandra Zorzi, une copie de Murmure d'Apocalypse, une copie d'intimidation, en 2 actions, vous vainquez le prêtre ghoul, évidemment, si vous réussissez les 2 tests. Voilà. Ah oui, inconvénient, si on rate son test, on met une fatalité sur l'ennemi. Si vous y avez accès, Rituel du clair de lune, événement de niveau 2, gratuit, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, retirez toutes les fatalités sur une carte non élite dans votre lieu. Donc vous avez je vais donner un exemple, tiens. L'acolyte, le cultiste. Voilà, le cultiste du 3e scénario du renouveau, je vais y arriver, du renouveau de la civilisation oubliée. Si je me souviens bien. Il y a un cultiste, et un cultiste qui fait poser... il y a ce cultiste-là, on le génère dans le lieu avec le plus d'ennemis cultistes. Quand il entre en jeu, faute de frappe, on met une fatalité sur chaque autre ennemi cultiste dans son lieu. Et il y a ce cultiste-là, il a plus 1 de combat pour chaque fatalité sur lui, et à la fin de la phase du mythe, on lui met une fatalité dessus. Donc, vous avez pas de chance, vous avez cette carte-là, vous générez cette carte-là dans un lieu vide, ok. Derrière, vous piochez l'acolyte de la confrérie, vous le mettez dans le même lieu, donc une fatalité dessus. Fin de la phase du mythe, 2 fatalités sur l'esprit volé. Vous allez dans son lieu,
vous jouez Murmure d'Apocalypse en vous disant « chouette, je vais le vaincre », vous ratez, il y a 3 fatalités dessus. Peut-être que ça va faire avancer l'intrigue, et même si ça ne fait pas avancer l'intrigue, prochaine phase du mythe, il a 4 fatalités sur lui. Et ben, vous êtes dans son lieu, vu que vous avez joué Murmure d'Apocalypse, et ben vous jouez Rituel du clair de lune de niveau 2, et vous lui retirez toutes ses fatalités. Bon, ensuite il faudra quand même le vaincre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors c'est un sort, donc vous pouvez utiliser Inébranlable de niveau 3, donc c'est un aplomb, vous gagnez +1 votre valeur de compétence lors des tests de compétences sur une carte sort. Bon, ben voilà, vous avez un +1 votre test, qui encore une fois a une difficulté qui peut être... Je pense que la difficulté, les ennemis qu'on va vouloir vaincre, ils vont avoir généralement 1 ou 2 d'horreur. Donc ça va être une difficulté 5. Si vous avez cette carte-là, vous prenez la tenue élégante, donc ça va être une difficulté 3. Vous partez de 4 ou 5 de volonté, donc avec ça vous êtes à 6. Vous testez à 6 contre 2 ou 3, ça va. Il y a aussi prophétique, donc un talent, qui a 2 ressources sur lui, 2 ressources reconstituées au début de chaque round. Et ces ressources, bon, elles peuvent servir à payer Murmure d'Apocalypse, mais sinon, elles peuvent, pour chaque ressource, vous gagner un +1 votre valeur de compétence. Voilà. Et enfin, dernière carte, Diana Espérance, vous lui attachez l'événement, et désormais, une fois par round, en dépensant un secret, mais bon, la recharge de secrets existe, vous pouvez jouer cet événement. Donc vous avez la possibilité, une fois par round, d'essayer de vaincre un ennemi dans votre lieu, ou d'infliger 3 dégâts à un ennemi élite. Pardon, ça commence à avoir de l'impact. Et enfin, dernière carte, l'œil de Gatanotoa. Gatanotoa, ouais. Alors, c'est un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, 3 points de vie, pas de points de santé mentale, trait objet relique maudit, exceptionnel, donc 4 XP. Vous gagnez +1 en volonté, jouez avec la carte du dessus du deck rencontre révélée. Et je vais me rajouter un onglet. Alors, que dire? Bon, déjà, emplacement d'accessoires, chez les mystiques, ça se bouscule. Notamment le Saint-Rosaire, qui fournit aussi un +1 en volonté, et de l'encaissement d'horreur, mais au niveau 0, pour 0 XP. Clé de Saint-Hubert, +1 en volonté, +1 en intelligence, et ce petit truc de on perd de la santé mentale mais on est soigné en horreur quand on devrait être vaincu aux horreurs. Donc ça c'est une carte géniale pour les mystiques enquêteurs. Pendule en cristal, encore un bonus de volonté. Réaction après qu'un test de compétence dans votre lieu a débuté, inclinez le pendule en cristal, nommez un nombre. Si ce test échoue ou réussit avec une différence égale à ce nombre, piochez une carte. Donc ça pour les decks, notamment Jacqueline Fine, qui font de la manipulation du sac du chaos. Le signe des anciens cristallins, +1 à toutes vos compétences, mais il faut sceller un +1 ou un signe des anciens. Peu probable de le voir en expert, parce qu'en expert, on est obligé de sceller le signe des anciens. Voilà. Donc on a déjà plein de solutions pour le gain de volonté, et elles coûtent moins cher en expérience. Par contre, jouer avec la carte du dessus deck révélée, ça fait penser à divination. Enfin, divination, vous devez dépenser une action, dépenser une des 3 charges, regarder les 3 cartes du dessus deck rencontre, et ensuite vous les remettez dessus dans l'ordre de votre choix. Donc vous préparez jusqu'à 3 phases de rencontre si vous jouez en solo, même pas une complète si vous jouez à 4, mais en tout cas vous avez la connaissance de ce qui arrive. Ça fait aussi penser à Lysagram, qui vous donne elle un +1 en intelligence, et action rapide, inclinez à Lysagram, regardez la carte du dessus du deck rencontre, ou du deck, bref, là on parle du deck rencontre. Ensuite vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Lysagram pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Donc à Lysagram, elle vous permet une fois par round de regarder la carte du dessus,
et potentiellement de vous en débarrasser, mais en mettant une fatalité en jeu. Là, la carte, vous l'avez, la carte du dessus deck rencontre, elle est révélée en continu. Et si jamais elle est défaussée par un effet de jeu, vous voyez celle d'après. Alors, petite remarque, comme vous connaissez la carte qui va être piochée, vous pouvez jouer Prévoyance, à jouer quand un investigateur dans votre lieu devrait piocher une carte du deck rencontre, dans le cas qui nous intéresse. Nommer une carte, vous regardez la carte qu'il y a sur le dessus deck rencontre, vous la nommez, il pioche cette carte-là, et donc il peut choisir d'annuler les effets de la carte et la défausser. C'est Antique Fléau, non, annuler, défausser. Et là, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, ça annule tous les effets, pas que les effets de révélation. Alors, on a une carte qui permet de connaître ce qui va sortir du deck de rencontre, ça aide à jouer le deck de rencontre, à le manipuler, évidemment, c'est très bon pour Gloria Goldberg, qui est dans cette boîte-là. Gloria Goldberg, vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, et là, en continu, vous savez quelle est la première carte, vous dites... en solo, de toute façon, la première carte, elle est pour vous, mais à 2, 3 ou 4, vous voyez un ennemi, vous dites, c'est le combattant qui pioche en premier pendant la phase du mythe, comme ça il est déjà engagé avec l'ennemi, il n'a pas à dépenser une action pour l'engager, il n'a pas à aller à la rescousse de l'enquêteur, voilà. Si c'est un truc qui demande un test de volonté, Gloria le prend, voilà, elle a 5 de base en volonté, l'œil de Gatanotoa l'a fait passer à 6, voilà, elle devrait s'en sortir. Et puis, sa capacité, réaction, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi les cartes consultées. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au sommet du deck rencontre, soit vous la placez face cachée sous Gloria Goldberg, maximum de 3 cartes sous elle. Donc dans votre deck, vous mettez des cartes qui vous font regarder les cartes du deck rencontre. En voyant en permanence la carte du dessus deck rencontre, vous savez si vous avez besoin d'activer un de ces effets ou pas. Vous savez si la carte du dessus deck rencontre mérite de dépenser une action pour divination, par exemple. Voilà. Alors, je crois que quelqu'un mentionnait aussi Norman Weavers. Voilà. La version de Norman Weavers qui était dans le livre, donc pas la version qui est dans la boîte aux confins de la Terre. Norman Weavers, voilà, lui en l'occurrence c'est pas le point important, mais c'est sa carte signature, découper les angles. Le point intéressant c'est que normalement, pour une action, on peut révéler la carte du dessus deck rencontre, là c'est pas nécessaire, elle est en permanence révélée, et action rapide, incliner, découper les angles et défausser la première carte de votre deck, défausser la première carte du deck rencontre. Normalement, Norman Weavers, honnêtement, moi j'ai jamais joué la version livre. Je pense que je l'ai. Effectivement, j'ai le livre, donc j'ai la carte promo, mais j'ai jamais joué. Et donc normalement, comment on joue sa carte signature ? Une fois de temps en temps, on va accepter de dépenser une action pour regarder la carte du deck rencontre pour faire une mini divination. Là on voit qu'il y a Antique Fléau, on meule son deck pour meuler le deck rencontre. Là, l'œil de Gatanotoa, ça vous épargne cette action. Voilà. Donc chaque round, vous pouvez après la phase du mythe, vous révélez la nouvelle carte, celle que vous piocherez normalement au prochain round, si vous jouez en solo. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc à chaque round, vous dites, est-ce que il est probable que la carte suivante soit pire que celle que je vois là ? Si ce n'est pas le cas, vous meulez le deck rencontre. Et si vous jouez en multi, alors ça il faudrait ressortir le guide de référence, regardez s'il y a des fenêtres d'action rapide
entre les pioches des cartes rencontres par les investigateurs. Bon, je pense pas, mais si c'est le cas, vous pouvez potentiellement vous piochez votre carte, vous la résolvez, il y en a une nouvelle qui apparaît, et si vous avez une fenêtre d'action rapide, vous pouvez utiliser découper les angles à ce moment-là. Voilà. Le truc auquel j'ai pensé au dernier moment, c'est Diana Stanley. Alors Diana Stanley, elle joue beaucoup les effets d'annulation. Réaction, après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes face cachée sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana Stanley. Piochez une carte et gagnez une ressource, limite d'une fois par phase. Diana Stanley veut annuler des effets, ou des cartes, et donc déjà elle a intérêt à savoir quelle carte vient. Elle a intérêt à savoir si... je sais pas que je trouve un bon exemple. Elle a intérêt à savoir si elle va avoir besoin de jouer retarder l'inéluctable, dont je parlais plus tôt dans cette vidéo. Si elle veut jouer retarder l'inéluctable, il faut qu'elle ait les 2 ressources. Il faut qu'elle... si elle veut jouer plus tard sort de protection, il faut qu'elle puisse encaisser l'horreur, des choses dans ce genre-là. Donc, la connaissance de la carte du dessus deck de rencontre, c'est intéressant pour elle. Le plus 1 en volonté, ça va être intéressant parce qu'elle part avec seulement 1. Donc là, bon, elle part de 2. Et elle a ensuite son effet pour plus 1 volonté pour chaque carte sous elle, et là elle va monter jusqu'à 7. 1 plus les 5 cartes, j'ai toujours du mal avec le cadrage, plus le bonus de son soutien exceptionnel, voilà. Et deuxième effet intéressant, l'œil a un icône de volonté, un icône libre, et Diana peut avoir dans son deck bien préparé. Donc pareil, alors pour un test de n'importe quoi, elle a l'icône libre, et pour un test de volonté, elle a un +2 en action rapide, en inclinant bien préparé. Donc encore une fois, début de scénario, vous arrivez en cumulant les cartes à avoir une volonté normale pour un mystique, 1 de base, le +1 de l'œil, le +2 de bien préparé, ça fait 4. Dès que vous avez une carte attachée sous Diana Stanley, et elle commence avec une carte d'annulation en main, vous êtes à 5. Bon voilà, 5 de volonté. Alors pour un test par round, c'est ce que vous attendez d'un mystique. Et puis, ensuite, donc, elle peut monter jusqu'à 1, plus 5, plus 1, plus encore 2. Bon voilà, elle monte à 9 de valeur de compétence pour un test. Eh ben dis donc, les vidéos sur les mystiques durent visiblement plus longtemps. Alors le petit récap, bouclier spectral, l'idée est intéressante. Voilà, vous anticipez, vous prévoyez pendant une campagne de vous prendre plein de dégâts d'horreur au fil du temps, potentiellement que vous infligez avec notamment sort de protection. Vous mettez cette carte-là, vous mettez 1 ou 2 cartes qui ont beaucoup de charge, et le bouclier spectral absorbera pour vous. Voilà. Moi j'ai toujours dit, plutôt que du soin, je préfère de la mitigation, je préfère des alliés qui se prennent les dégâts et les horreurs, en plus de leur effet imprimé. Et sinon, on peut utiliser le bouclier spectral pour quand on n'a pas accès à des alliés, ou quand les alliés sont trop valuable, précieux, voilà. Donc, carte très intéressante dans les decks appropriés. Murmure d'Apocalypse, la possibilité de vaincre un ennemi non élite en discutant. Un test de difficulté typiquement 3 à 5, avec la tenue élégante typiquement 1 à 3. Contre un ennemi élite, ça fait 3 dégâts. Et la fatalité, si on se rate, faudra peut-être la gérer. Voilà. Il y a quelques vidéos, je disais, me semble-t-il, que Alessandra Zorzi, moi je la voyais que comme enquêtrice, parce que la majorité des effets de discussion, c'est pour les indices. Et entre intimidation et murmure d'apocalypse, je trouve qu'on commence à voir
la possibilité de gérer les ennemis en discussion. On a aussi chapelet de malédiction, on a aussi énigme existentielle qui rend les ennemis distants. Alors, bon, je le ferai pas dans l'immédiat parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais je pense que maintenant on peut avoir un deck Alessandra Zorzi, de la gestion d'ennemis en discussion, plus un petit peu de boost d'agilité, plus qu'on s'appelle attaque par derrière de niveau 2 ou 3, je sais plus. Donc la carte qui fait combattre avec son agilité qui revient en main à la fin du tour. Bon bah on peut avoir Alessandra Zorzi focalisé sur la gestion des ennemis. Et enfin, l'œil de Gatanatoa. Pour la plupart des mystiques, c'est trop d'XP dépensé pour la plupart des mystiques, c'est un bonus de volonté très cher et un petit peu d'encaissement de dégâts. Par contre, Gloria Goldberg, elle anticipe le deck de rencontre encore plus efficacement, donc elle gère le deck de rencontre encore plus efficacement. Même remarque pour Diana Stanley. Voilà. Donc, pour ces deux investigatrices, mais sinon, non. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo qui normalement est en ligne le mercredi, je crois. Prochaine vidéo, si je dis pas de bêtises, la canépée améliorée, éco-spirituel et transcendance. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.